Bonjour à toutes et tous. Je vais tout de suite après céder la parole. Nous avons appelé à cette conférence de presse. Quand je dis nous, je ne pourrais pas citer toutes les organisations. C'est entre guillemets assez impressionnant puisque je crois qu'il faudra mieux citer celles qui n'y sont pas. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, je ne les connais pas. Nous avons à peu près toutes les organisations qui ont une représentativité en tant qu'organisation syndicale de salariés dans l'audiovisuel public et plus généralement dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Donc CGT, FO, CFDT, SNJ Autonome, Sud Média, UNSA, CFTC, CGC, je crois que j'en ai pas oublié. Des organisations de producteurs, de diffuseurs, dont un certain nombre de représentants sont ici, et je ne pourrais pas toutes les citer, même si certaines prendront la parole, de diffuseurs, des organisations d'auteurs, sociétés d'auteurs ou associations ou syndicats qui sont présentes. Donc on a convenu qu'on allait se partager la parole à quelques-uns qui représentent tout ce monde-là. Je vous annonce juste que Le Monde est sur le point de publier, vraiment c'est une question de minutes, de publier une tribune commune que nous avons rédigée ensemble et signée par pas loin de 500 représentants de toutes ces organisations dont vous retrouverez les sigles, et d'auteurs, réalisateurs, cinéastes, techniciens travaillant dans le métier, parmi des réalisateurs plus ou moins connus évidemment, Dominique Moll dont le film est sur les écrans en ce moment, mais plein d'autres, et aussi bien de fiction que de documentaire, et de toutes nos organisations. Donc le calendrier étant que la discussion se poursuit au Parlement en plein été, ça va être détaillé, et notamment avec un vote à l'Assemblée nationale en plénière mercredi 20 sur le projet de loi de finances rectificatif, que c'est dans ce projet de loi et pas dans le projet de loi pouvoir d'achat que figure à l'article 1 la suppression de la contribution audiovisuelle publique, donc la ex-redevance, on continue de l'appeler la redevance, et donc la contribution audiovisuelle publique est une taxe affectée, et on va expliquer pourquoi on défend ce mode de financement, quitte à le faire évoluer. C'est ce que nous réclamons toutes et tous depuis des années d'ailleurs. Et donc je vais laisser la parole à nos représentants. Je vais commencer par Pierre Mouchel, qui est donc délégué syndical central CGT à France Télévisions, mais bien évidemment je vous parlera en complément avec Françoise au nom de l'intersyndicale, de l'ensemble des syndicats, puisque nous sommes totalement dans cette unité syndicale depuis le début de cette bataille, notamment depuis la grève du 28 juin. Je te laisse la parole, Pierre. Merci, mais merci aussi au cinéma L'Anthropo de nous accueillir ce jour pour faire vivre le débat sur l'avenir de l'audiovisuel public. En plus, il y a la climatisation, et ça c'est appréciable, je sais de quoi je parle, je viens de Gironde, où la température monte, et elle monte aussi dans l'audiovisuel public, comme vous le savez, ainsi que dans le secteur d'activité, notre secteur d'activité. Alors le 28 juin 2022, nous avons eu une mobilisation historique des salariés de l'audiovisuel public qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs entreprises, pour leurs emplois, mais aussi sur les questions de fond de l'indépendance et de l'audiovisuel public et de leur capacité à poursuivre leur mission. Aujourd'hui, toutes les organisations syndicales de notre secteur d'activité, comme l'a dit Denis, sont à nouveau réunies, avec cette fois de nombreuses organisations d'employeurs, de réalisatrices, réalisateurs, auteurs, autrices. Et donc nous sommes réunis tous ce jour contre la suppression de la redevance comme un simple alinéa sur une loi sur le pouvoir d'achat. Et vu les enjeux en matière d'expression démocratique, de diversité et d'exigence des contenus, de pluralisme et d'indépendance de l'information, nous estimons que cela mérite un autre traitement, à commencer par un véritable débat. Nous œuvrons massivement, depuis maintenant plus de 2 mois, pour faire monter en puissance ce débat public, et notre unité syndicale y est pour quelque chose, je tiens ici à la saluer. Alors, si rendre 138 € aux Français peut s'avérer important actuellement, en tout cas, surtout pour les plus démunis, cela est quand même bien loin de répondre au problème global du pouvoir d'achat, tout en fragilisant durablement l'audiovisuel public. C'est ainsi que tout un secteur d'activité qui est en danger et qui se mobilise à travers de nombreuses réactions, pétitions, tribunes, qui émaillent la presse et les réseaux sociaux, et on en aura encore quelques exemples ce jour.
dans le monde. Et donc il nous a fallu exiger la publication du rapport de l'IGAC-IGF, dont la mission était engagée maintenant depuis plus de 8 mois. Et à sa lecture, eh bien, on peut comprendre pourquoi le gouvernement a sans doute eu une certaine réticence à le rendre public. En effet, la suppression de la redevance et la bascule de l'audiovisuel public sur le budget de l'État contient un risque important d'inconstitutionnalité. Il est donc plus que temps pour les pouvoirs publics d'écouter les professionnels du secteur, et nous appelons depuis des années à une réforme de la redevance, son assiette n'étant plus adaptée aux usages, en particulier depuis la suppression de la taxe d'habitation annoncée et amorcée depuis 2017. Nous sommes donc maintenant face à une situation d'urgence, ce qui n'est pas sérieux de la part d'un gouvernement. Ce jour, vous savez, s'ouvre le débat parlementaire sur la loi pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificative 2022, et donc sur l'avenir du mode de financement de l'audiovisuel public. L'enjeu, c'est l'indépendance de l'audiovisuel public, car c'est le mode de financement et son montant, bien sûr, qui produisent son degré d'indépendance. Et en l'état, le compte n'y est pas. C'est plutôt une question, sommes-nous dans une impréparation, une improvisation pour répondre à une forme d'oukase de campagne électorale, ou bien face à une volonté de déstabiliser l'audiovisuel public? Ces questions se posent, sachant que donner un coup de pied dans la fourmilière et regarder ce que cela produit, c'est aussi parfois un mode de gestion, et tout cela nous interroge. Ce que nous savons, c'est que l'audiovisuel public a déjà fait beaucoup d'efforts et d'économies, toutes les sociétés de l'audiovisuel public, et en particulier ces 3 dernières années, avec des impacts importants sur les programmes. Par exemple, la France Télévisions, avec la suppression de la chaîne France O, France 4 ayant été sauvée in extremis, mais je le rappelle, sans rétablissement de son budget, ce qui a quand même provoqué des impacts sur les grilles de programmes des autres chaînes. Et on pourrait aussi parler de l'accentuation des rediffusions, que ce soit sur les antennes radio de l'audiovisuel public ou télé. Et donc nous alertons sur le fait qu'aller encore plus loin dans les économies sera nécessairement de toucher au périmètre d'émission et donc des antennes de nos entreprises, avec des conséquences en cascade sur tout l'écosystème de la production, de la création et de la fabrication en France. Nous appelons donc à une prise de conscience afin que le rôle de l'audiovisuel public soit pleinement reconnu par le pouvoir en place, que l'on puisse prendre le temps de construire un nouveau mode de financement avec une visibilité pluriannuelle, des ressources affectées, pérennes et dynamiques, c'est-à-dire à minima avec une indexation sur l'inflation. Alors de nombreuses propositions depuis 2 mois sont apparues et sont sur la table. Le rapport du Sénat, qui n'est pas forcément celle que je préfère, le rapport Julia Cagé, des propositions de loi assez récentes de partis politiques pour définir une nouvelle redevance, et plus récemment, donc, le rapport IGAC-IGF qui met en garde contre une suppression de la redevance sans avoir préalablement mis en œuvre les garanties nécessaires à la préservation de l'indépendance de l'audiovisuel public. Ce rapport propose la mise en place d'un scénario transitoire pour les années 2022 à 2024, avec une sécurisation du financement de l'audiovisuel public dans l'attente de la mise en place d'une réforme pérenne. Alors, cela pourrait être une solution répondant à l'urgence de la situation, mais il conviendrait de réindexer ces budgets sur l'inflation, faute de quoi ce sont les périmètres de mission de l'audiovisuel public qui seront à nouveau en danger. Nous suivrons donc avec une très grande attention cette semaine les débats parlementaires à l'Assemblée nationale et ceux du Sénat qui vraisemblablement démarreront la semaine prochaine. Ils vont bousculer leur agenda. Et si la période estivale n'est pas propice à la mobilisation des salariés, nous nous préparons à appeler à nouveau les personnels à la mobilisation à la rentrée si nécessaire. Je vous remercie.
François Chazot, il faut compléter, et ensuite on donnera la parole aux 3 autres intervenants. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit avec l'ensemble des producteurs du cinéma, du théâtre, ce sera vraiment une tragédie pour la culture française, parce que ce sera le silence, la disparition à terme de toute la culture, et ça, la France ne peut pas se le permettre. Alors on entend la ministre de la Culture qui dit on va pourvoir, mais c'est en début d'année, mais tout ça est illusoire, parce que quel va être le budget de l'État en 2024, avec un État surendetté, et ce que l'on craint, c'est que nous soyons les premières victimes, tout un pan de la société qui, il n'y aura pas de recours. Donc c'est aujourd'hui, et on demande aujourd'hui à tous de se mobiliser. Comme l'a dit Pierre, tout est peut-être calculé, c'est la période estivale, c'est dommage, mais il faut réagir maintenant, parce que sinon, demain, ce sera trop tard. Je crois qu'enfin, peut-être, que le président Macron va prendre la mesure de cette suppression qui est trop spontanée, due à uniquement une campagne électorale. D'ailleurs, tu as parlé de l'intersyndical à France Télévisions, mais c'est aussi le cas à Radio France, oui, à l'INA, oui, à France Média Monde, bien sûr, Arte, toutes les sociétés qui composent l'audiovisuel, bien sûr. Pardon. Et du coup, en ayant donné la parole aux salariés, je donne la parole aux producteurs. Donc Gilles, tu as déjà un micro. Voilà, Gilles Sacuto, donc je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup. Gilles Sacuto, président du SPI, syndicat des producteurs indépendants. Nous représentons à la fois des producteurs d'audiovisuel, de fiction, de documentaire, de captation de spectacles vivants, mais de cinéma, d'animation et de court-métrage. Plus de 470 sociétés de production, et nous sommes membres du bloc. Dire ce que c'est que le bloc pour bureau de liaison des organisations cinématographiques qui regroupent, pour faire court, tous les indépendants du secteur de la distribution aux auteurs et à nos camarades de la SRF qui sont présents par ici. Pardon ? On fait des syndicats de salariés d'ailleurs. Absolument, oui. Et on s'en réjouit. Je vais juste rappeler quelques points et m'associer à ce qui a déjà été dit. Le SPI, depuis plus de 15 ans, a toujours défendu une réforme de la contribution de l'audiovisuel public, mais dans la direction d'une taxe affectée et la plus juste pour les citoyens. Nous sommes favorables à un système à la finlandaise, décrit par le rapport de Julia Cagé, une taxe proportionnelle au revenu fiscal de référence, avec un plancher et un plafond, qui bien entendu exonère les plus modestes, mais également applicable aux entreprises et déconnecté évidemment de la possession d'un téléviseur. Même si on sait que encore beaucoup de gens regardent la télévision et on n'en est pas ailleurs content. Nous pensons, deuxième point, que la budgétisation est un danger démocratique, dont nous questionnons, mais ça a déjà été dit, la constitutionnalité. Nous sommes d'accord avec le rapport IGAC et le risque soulevé, qui nous paraît très grand. Par ailleurs, au-delà de la transformation d'une télévision publique indépendante en télévision d'État, c'est un vrai danger pour la filière et un risque politique permanent de stop and go. Il faut savoir que du côté des producteurs indépendants, on parle comme du côté des auteurs, on parle de développement très long, de projets qui mûrissent, qui mettent du temps à se faire, et évidemment l'audiovisuel public est un partenaire très important de nos productions, et l'idée que ces budgets puissent être votés, modifiés, changés, interrompus est évidemment une catastrophe pour le secteur, serait une catastrophe pour le secteur. Parce que chaque année, on peut être certain que si la taxe n'est pas affectée, il y aura des rediscussions, des débats, des blocages, et donc des risques très grands pour la production indépendante. Je voudrais rappeler que 1 euro investi par les entreprises de l'audiovisuel public dans le secteur de la création génère 20 euros, directement ou indirectement dans la filière. Et notre filière de production audiovisuelle et cinématographique génère pas loin de 1%, pour être précis 0,9% du PIB, ce qui n'est pas rien. Nous ne sommes pas que des saltimbanques, nous produisons de nombreuses œuvres qui rayonnent à travers le monde, et nous parlons de pas loin de 300 000 emplois. Cette création de richesse permet à tout un secteur professionnel dynamique de se renouveler. Ce ne sont pas les plateformes américaines qui permettent et qui vont permettre dans les prochaines années ce travail de renouvellement de notre filière dans toute sa diversité.
c'est l'audiovisuel public qui à lui seul représente 50% du financement de la filière créative française. Seul l'audiovisuel public est présent dans tout le territoire, jusque dans les collectivités ultramarines. Cette hyper-proximité est une chance, elle ne doit plus être considérée comme une zone de coût, mais comme une opportunité totalement sous-exploitée qui permettrait davantage de rayonnement dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, dans la zone Pacifique, s'il était pris en considération et développé encore plus. La diversité de notre filière créative est une chance pour le pays en termes économiques, en termes artistiques, et elle permet d'assurer à la France un rayonnement mondial. On sait tous l'importance de tous les festivals et du rayonnement de la création française. Voilà pourquoi nous sommes plus que toujours attachés à l'audiovisuel public et à son financement indépendant et pérenne. Et je dois préciser à ta suite que beaucoup d'organisations de producteurs, on pourrait prendre le film d'animation par exemple, sont particulièrement attachés et ont signé la tribune qui paraît dans Le Monde très largement, puisque évidemment par exemple toute la bataille qui a été citée par Pierre sur France 4 a été une bataille pour sauver toute une filière. Absolument, et j'espère l'avoir dit, mais nous représentons plus de 60 sociétés de production indépendantes d'animation, court et long métrage. Je voulais signaler, on trouvera la liste, évidemment, d'autres organisations de producteurs, de même qu'il y a beaucoup d'organisations de salariés. Et du coup, on va donner la parole à d'autres organisations, notamment du côté des sociétés civiles. C'est Guillaume Prieur pour la SACD qui a la lourde charge de les représenter toutes. Merci Denis. Donc la SACD, donc c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, donc, qui a été fondée par Beaumarchais, qui aujourd'hui gère et représente les droits et intérêts de quelques 50 000 auteurs d'audiovisuel, de cinéma et de spectacles vivants. Je vais être assez bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'on a des messages qui ne sont pas redondants, mais en tout cas qui sont extrêmement convergents. De notre côté, on a une petite surprise, c'est l'acharnement quand même du gouvernement à vouloir aller au bout de cette réforme de la redevance, qui est effectivement une mesure un peu brutale, parce qu'on voit bien que chaque jour qui passe démontre un peu plus l'inanité de ce projet, qui n'est pas une mesure de pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on a voulu nous dire, qui est par contre un vrai tour de passe-passe budgétaire, qui ne fait pas l'unanimité. Je pense que vous le voyez aujourd'hui avec le nom effectivement très conséquent d'organisations qui participent à cette journée, mais aussi on voit bien qu'il ne fait pas l'unanimité au Parlement. Le président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, vendredi, a pris publiquement une position pour demander le retrait de la suppression de la redevance, et on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, y compris dans les rangs de la majorité, il y a des voix qui ne s'expriment pas encore aujourd'hui, mais en tout cas qui en privé font part quand même de leur réserve, à tout le moins sur ce projet. Et puis globalement, c'est un projet dont on voit bien qu'il ne tient absolument pas la route. Et c'est pas moi qui le dis, même si je le pense très fort, mais c'est le rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'inspection générale a pu dire. Il y a quand même des éléments qui sont quand même un peu troublants, parce que ce rapport est terminé depuis très longtemps et il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir l'obtenir. On s'est donc aperçu que la mission finalement avait changé en cours de route, ce qui arrive quand même assez rarement, et en plus elle avait changé quelques jours après le meeting d'Emmanuel Macron, non pas en tant que président de la République, mais en tant que candidat. Donc c'est quand même assez rare qu'une mission officielle confiée à l'inspection générale des finances change après qu'un candidat a formulé une proposition, et qui effectivement, même si la mission est tronquée, elle liste de façon impressionnante finalement l'ensemble des obstacles et des limites qui peuvent exister et qui rendent ce projet effectivement absolument pas viable. On a parlé des risques constitutionnels, des risques sur la pérennité du financement, des risques aussi, et ça je pense que le président de la République tient beaucoup à ce que la France occupe une place importante sur la scène européenne. Il y a des vrais risques d'atteinte à l'image de la France sur la scène européenne avec ce projet-là, et la Commission européenne qui est en train de mettre la dernière main ou un projet qui s'appelle Media Freedom Act. On n'est quand même pas loin à ce que la France finalement soit considérée comme la Pologne ou la Hongrie, et ça c'est quand même extrêmement inquiétant. Et ce rapport en fait finalement il conclut comme nous que finalement ce projet tel qu'il est prévu aujourd'hui n'est absolument pas viable. Donc de notre côté en tout cas on s'en remet au Parlement dans cette nouvelle configuration
pour qu'il exerce sa responsabilité, qu'il soit moteur du débat, qu'il refuse ce calendrier à marche forcée, parce que là on est effectivement dans un calendrier qui va extrêmement vite, sans qu'il y ait de débat et au détour d'un texte budgétaire qui concerne un certain nombre de points qui n'ont effectivement rien à voir avec l'audiovisuel, et qui puisse prolonger, et ça l'inspection générale des finances l'a dit, la budgétisation aujourd'hui n'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on supprime la taxe d'habitation qu'on ne peut pas prolonger un mécanisme de financement affecté. Donc voilà, je pense qu'effectivement la voie de la sagesse serait plutôt soit d'aller vers un retrait de sa disposition, ou soit de prévoir de toute façon un temps de débat, un temps de concertation avec les parlementaires, avec les professionnels, de manière à parvenir à une réforme qui soit beaucoup plus consensuelle et puis beaucoup plus intelligente, parce que j'en finis par là. Le point, je pense, qui est aussi important à noter, c'est que on n'est pas dans l'immobilisme, on n'est pas pour le statu quo. Je pense qu'on est tous ici rassemblés, on l'a dit depuis un certain nombre d'années, parce qu'on souhaite une réforme, on souhaite une modernisation de la redevance pour qu'elle garantisse un dynamisme, que ça reste, et ça c'est très important, une ressource affectée, et puis aussi qu'elle soit plus juste socialement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et on pense qu'on peut avancer intelligemment dans cette voie-là. Vous allez me dire que ne pas l'avoir fait évoluer est une façon d'essayer de la torpiller. Antoine Barraud pour la SRF, du coup, un grand nombre de réalisatrices et de réalisateurs ont signé la tribune qui paraît dans Le Monde, évidemment, d'autrices et d'auteurs. D'autres organisations sont présentes dans la salle, y compris. Donc, pourquoi est-ce que, du point de vue des autrices et des auteurs, c'est extrêmement important, et notamment des réalisatrices et des réalisateurs, de défendre l'audiovisuel public et son financement par une taxe affectée? Donc, je me présente, je suis Antoine Barraud, je suis cinéaste, membre de la SRF, et donc la SRF est également membre du bloc. Effectivement, nous sommes extrêmement contre aussi la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public, déjà qui finance énormément de nos créations, qui finance le long métrage du cinéma, mais aussi les téléfilms, qui finance la diversité et aussi son renouvellement par le biais du court métrage, la diversité de documentaires, d'animation, de fiction, comme on l'a dit, etc. La première chose que je voudrais dire, c'est déjà que cette mesure qui est censément pour le pouvoir d'achat est non seulement mensongère, mais aggravante, puisque la redevance n'a jamais concerné les ménages les plus modestes qui en sont exonérés, et que son financement, qu'on nous dit à même hauteur, en tout cas pour 1 ou 2 prochaines années, va évidemment être donc rebalancé dans la taxation globale, c'est-à-dire la TVA, qui est par définition la taxe la plus injuste sur la population, puisque c'est une taxe qui est pour tout le monde et qui n'est pas progressive. Donc elle est absolument 100% mensongère et aggravante. Donc c'est quand même quelque chose qui déjà bien avant de parler de la création de nos emplois, etc., est quand même déjà suffisamment quelque chose qui en annule complètement son but et son existence même. La deuxième chose, pour moi, c'est cette volonté, encore une fois, de contrôle montré par l'État, et donc de l'asservissement de l'audiovisuel public aux bonnes volontés de l'État. Ça, pour moi, je vais parler en images, je suis cinéaste, j'imagine qu'on ne se refait pas, c'est pour moi la même chose que de dire à un adulte parfaitement indépendant qu'on le remet dans une situation d'adolescent qui demande son argent de poche. Pour moi, c'est quelque chose de complètement dégradant, c'est quelque chose qui va pousser l'audiovisuel public à quémander son argent, et du coup, exactement comme un argent de poche, à avoir un comportement qui s'y prête, c'est-à-dire à s'être bien comporté. Qu'est-ce que ça veut dire s'être bien comporté? Est-ce que ça veut dire aller dans le sens de l'État, par exemple dans les informations? Est-ce que ça veut dire finalement avoir une création qui irait dans un sens de on ne sait pas trop quoi d'ailleurs? Donc ça, cette volonté d'asservissement, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument inentendable, inimaginable et gravissime. Par ailleurs, c'est évidemment oui, l'autre chose, c'est aussi effectivement que toutes les études montrent que les pays qui bénéficient d'un audiovisuel public fort ont tous une meilleure démocratie, plus stable,
plus pérenne, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi absolument répéter. Et encore une fois, là, je rejoins aussi tous mes camarades. Personne n'a jamais voulu que la redevance soit exactement la même et qu'elle ne bouge pas d'un millimètre. Tout le monde, effectivement, demande son actualisation. Effectivement, le modèle de Julia Cagé, proposé par cet économiste, ou le modèle finlandais, ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours été demandé et qui nécessite un temps de débat. Et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues sur ce point-là. Et la dernière chose, je trouve que c'est quand même important de rappeler à quel point il n'y a aucun autre bénéficiaire à cette mesure que l'État lui-même. Aucun. C'est une mesure qui est encore une fois mensongère et aggravante sur le pouvoir d'achat. C'est une mesure qui est contre les salariés, les auteurs, les autrices, les cinéastes, les documentaristes, les animateurs, les salariés, les journalistes, etc. Donc il n'y a aucun autre bénéficiaire que l'État. L'État qui devient quand même un spécialiste d'un travail de sape systématique, obsédé par l'idée du dérèglement. C'est un travail systématique de sape de ce qui fonctionne parfaitement et qui pourrait effectivement être modernisé, mais certainement pas, supprimé. Merci. Alors, on va donner la parole déjà aux questions des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui nous ont demandé de regarder ça en live à distance, vu la période. Mais évidemment, ceux qui sont dans la salle ont la priorité. Si vous voulez poser des questions, sinon, levez la main. Et sinon, je donnerai la parole à des organisations qui sont là. Voilà, il y a une personne au fond. Vous avez le micro. Il y a d'autres organisations qui sont dans la salle qui n'ont pas encore eu le temps de s'exprimer. Merci, bonjour, Summer Van Smith, je suis élue au CSE de France Média Monde. Il y a une disposition de cette réforme qui m'alarme assez, c'est le fait qu'on nous présente un organe indépendant qui va être constitué de 5 personnes, dont un membre de la Cour des comptes et deux personnes issues du Sénat et de l'Assemblée nationale. J'ai le sentiment que ce qu'on nous propose comme instance qu'on présente comme étant complètement indépendante, en fait, va être très tributaire du pouvoir exécutif. Et ça m'inquiète beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez entrepris des démarches sur cette question particulière et si vous voyez des façons justement de sensibiliser à cette question, parce qu'elle me paraît cruciale. Merci. Alors peut-être Guillaume est le mieux placé pour répondre, puisqu'on nous a promis qu'il y avait des garanties contre la suppression de la redevance, et apparemment il n'y en a même pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'autre tour de passe-passe, puisque dans un premier temps, on avait dit on supprime la redevance, mais par contre, on l'entoure d'un certain nombre de garanties pour assurer visibilité et pérennité pour le service public. Et puis, entre-temps, le Conseil d'État a rendu un avis sur le projet de loi, avis d'ailleurs qui n'est pas public non plus, donc qu'on ne peut pas consulter, mais qui, a priori, a largement douché les espoirs du gouvernement de mettre en place ces garanties. Et en l'occurrence, il y en avait 2. La première était celle de ne pas pouvoir reprendre l'argent en cours d'année, donc de ne pas faire de révision infra-annuelle. Et puis l'autre garantie était la mise en place d'une commission indépendante pour définir les besoins et les niveaux de financement de l'audiovisuel public. À ce stade-là, donc, le gouvernement ne peut pas les intégrer dans le projet de loi de finances parce qu'il faudrait modifier pour cela la loi organique sur les finances publiques, et c'est absolument pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc sur votre question concernant la commission indépendante, elle n'existe pas dans le texte et elle ne pourra pas exister dans le texte de toute façon à court et même à moyenne échéance. Vas-y Pierre, un petit complément, puisque cette proposition, elle existe, elle a émergé d'ailleurs en premier dans le rapport du Sénat. Et dans ce rapport, les sénateurs précisent effectivement que même si elle aura pour but de faire des préconisations, mais que le législateur aura toujours la main pour décider d'une régulation infra-annuelle, si besoin, s'il n'y a pas de garantie supra, type LOLF, loi organique. Régulation infra-annuelle, ça veut dire baisser le budget en cours d'année. C'est ça, et ce qui rejoint la problématique que soulevait mon collègue Gilles, à savoir qu'il y a un besoin de visibilité pour les investissements dans la création. Une fiction, ça doit être 2 ans, au moment où émerge l'idée, où on peut la contractualiser avec un diffuseur,
la tourner, la post-produire, et puis la programmer sur une grille, eh bien, ça demande du temps, et donc ça demande de pouvoir se projeter. Et si on est sous le coup de régulation comme ça, même pas annuelle, mais infra-annuelle, c'est toute une confiance dans le secteur qui risque de se fragiliser. Est-ce qu'il y a des questions du collège journaliste? Sinon, je vais donner la parole à d'autres personnes. Alors, Nicolas et ensuite Jacques, je vais te présenter. Alors, La Garde, la guide des auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires. Alors, nous, bien sûr, on souscrit tout ce qui vient d'être dit. On veut quand même rappeler que France Télévisions est le premier financeur de création audiovisuelle. C'est le premier, qu'on en a tous, bien sûr, besoin, surtout en cette période de mutation qui traverse le secteur. Alors, l'arrivée des plateformes, bien entendu, mais il y a aussi la fusion TF1-M6 qui va arriver. Et donc, on a besoin d'un audiovisuel fort. Et comme l'a rappelé l'autre jour Arte France, les Allemands nous regardent avec inquiétude. Donc, quel message on envoie? Et si j'ai une question à vous poser, quelle piste on privilégie? Parce qu'il va falloir faire aussi des contre-propositions, je pense. On va y venir de façon regroupée. Jacques Clément. Oui, bonjour, Jacques Clément, vice-président du SPEC, simplement un producteur, organisation de producteurs. Je voudrais vous dire que notre organisation adhère totalement à ce que vous venez tous expliquer. Nous sommes très très inquiets, à la fois pour les intermittents du spectacle, pour le spectacle vivant, pour les artistes, pour les techniciens en particulier qui font la force de notre métier, car nous avons les meilleurs techniciens que l'on peut avoir sur l'Europe, et c'est reconnu même aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de formation, c'est la formation sur le terrain, c'est effectivement tous les programmes que nous produisons grâce au service public, grâce à toutes les télévisions, mais au service public en particulier. Et il est évident qu'il est indispensable que la CAP perdure. Nous avons déjà eu un coup de bélier en 2009 avec la suppression de la publicité sur l'ensemble du service public qui n'est pas allé au bout, car on a su à ce moment-là qu'il n'y avait rien derrière pour compenser. Là, je pense que ça, on est dans le même cas de figure. Simplement, nous adhérons et nous sommes avec vous et nous nous battons depuis des années pour justement trouver une solution qui ne vient pas, car à chaque fois, il y a un refus des assemblées, du pouvoir public et des pouvoirs politiques. Merci à vous tous. Il y a un tout petit bémol, Jacques, c'est qu'il existe de la formation, en particulier à l'INA, l'Institut national de la formation, qui a dans ses missions ou de l'archivage la formation justement des professions de l'audiovisuel. Il y a des formations, évidemment, on apprend son métier sur le tas. Je ne sais pas un désaccord, mais je voudrais quand même en profiter pour le signaler, parce que justement, une des entreprises de l'audiovisuel public a dans ses missions la formation, sans compter toute l'activité évidemment de formation des entreprises, et puis tout ce que nous en tant que profession, paritairement d'ailleurs, avons mis en place au niveau de l'AFDAS pour permettre tout ça. Alors, je t'en prie, vas-y. Oui, Didier Givaudan, moi je représente le syndicat national des journalistes dans cette réunion. Donc nous adhérons totalement à ce qu'ont dit les uns et les autres. Je voulais juste peut-être compléter sur un point qui a été abordé par un des intervenants, sur quelque part la notion de réputation que pourrait avoir la mise en œuvre de cette disposition sur les productions françaises, et en particulier dans le domaine du journalisme, pour insister sur le point que, notamment à l'international, et je pense à nos collègues de Radio France Internationale et de France 24, mais de manière plus générale pour toutes les rédactions d'audiovisuel public, il est évident qu'avec cette transformation, des pays qui sont totalitaires utiliseront forcément cette réforme pour relativiser la notion de médias d'État. Et il est fort à parier que les critiques que l'on peut à juste titre porter sur les productions de pays comme la Russie ou la Chine perdraient de leur efficacité si les concernés retournaient à l'envoyeur en critiquant de la même manière la parole de Radio France Internationale ou de France 24, de TV5 aussi, et d'autres organes. On le voit d'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains pays. C'était le cas notamment dans certains États africains. Et on peut penser que
c'est quelque chose qui se développerait si cette réforme passe. Alors, on va prendre les micros ici. Je vais vous poser la question à tous les 5. On peut faire un panorama. Mais d'ailleurs, juste avant, il y a plusieurs questions qu'on peut résumer. Bon, on a parlé pouvoir d'achat. Je crois que les arguments ont été développés. C'est pas du tout lié au pouvoir d'achat. C'est l'argument est démagogique. On a parlé indépendance, on pourra y revenir, ça vient d'être évoqué. On a parlé international et on n'a pas encore dit, et c'est ce qu'on dit dans la tribune qui paraît dans Le Monde, que tous les pays européens qui ont fait le choix de conforter un financement affecté ont conforté leur service public. C'est le cas des pays scandinaves, l'Allemagne, la Suisse, qui a eu une votation citoyenne sur le sujet, alors que les pays qui au contraire sont pas sur la budgétisation, au contraire l'ont fragilisé. On pourra y revenir. Et puis, il y a les arguments, évidemment, sur toutes les missions. Et là, je crois que ce qui est intéressant ce matin, et on peut refaire un panorama là-dessus, on va donner la parole à chacun de vous 5, c'est que il y a évidemment les programmes qui sont produits en interne, France Télévisions, Radio France, où des choses n'existent que sur le service public. Alors, ça a été dit sur Radio France, par exemple, il n'y a que là qu'existent des dramatiques radio. Il y a 4 formations musicales à Radio France. Il ne faut pas les oublier, même si elles ont souvent été déjà attaquées. Et puis, par ailleurs, il y a des missions, bon, l'INA a des missions qu'elle est la seule à remplir. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui n'existe pas sans le service public. Et par exemple, le documentaire, ça a été évoqué, il y a quasiment que le service public qui diffuse le documentaire, pour dire les choses clairement, en tout cas très majoritairement. Commençons par Françoise dans ces cas-là, vas-y. Et pour répondre à une question de Nicolas, je vous laisse répondre sur quelles sont nos propositions. En particulier, ça a déjà été évoqué, une réforme de la CAP qui tiendrait compte des revenus. Merci Denis. Oui, moi je voulais dire par rapport à l'international, la BBC doit supprimer sa redevance, mais en 2027. D'ici là, ça fait 5 ans pour discuter du financement, du changement, effectivement, de la redevance, son élargissement, qui s'appellera peut-être pas redevance, c'est ce qu'on aurait pu souhaiter en France, parce qu'on est tous d'accord de dire qu'il faut élargir peut-être la redevance, on l'a évoqué sur les ordinateurs, changer peut-être, parce que en fait c'est une grosse arnaque pour le pouvoir d'achat. Ça donnera pas du pouvoir d'achat parce que on le paiera dans les impôts. De toute façon, on paiera cette redevance sous un autre nom. Et je voulais parler aussi des épreuves sportives. La télévision espagnole n'a plus de redevance et elle ne peut plus produire et acheter les épreuves sportives. C'est-à-dire que nous, le Tour de France, Roland-Garros, les épreuves de football qui sont populaires, qui appartiennent et qui sont pratiquement de droit du service public, c'est franchement accessible à tous. Peut-être, un jour, elles seront sur Amazon, elles seront sur des plateformes, et là, il faudra payer, parce qu'on sait très bien que les clubs sportifs demandent de l'argent. Je pense que tout ça doit être mis maintenant, parce que si on s'engage effectivement pour déjà un remplacement, franchement, on ne pourra pas tenir financièrement, parce qu'on n'a même pas idée aujourd'hui des conséquences dramatiques. Mes amis et camarades le disent sur le film, sur la création, mais au-delà, le rayonnement, le pluralisme, l'outre-mer, chaque station d'outre-mer aujourd'hui a une radio et une télévision publique, c'est très important pour l'outre-mer. Alors évidemment, je sais que certains présidents, vraiment à Bercy, on a essayé de supprimer, de réduire ce qui se passe en outre-mer, mais c'est dramatique, ça appartient à la France, donc c'est tout ça, je veux dire, il faudra le mettre bout à bout et dire quel financement pérenne. Parce que 2024, c'est demain. Donc la redevance, elle doit aujourd'hui être discutée à son élargissement. Gilles ? Étant un grand amateur de sport, je souscris totalement à ce qui a été dit. Mais par ailleurs, effectivement, oui, pour toutes les productions indépendantes, c'est-à-dire tout ce qui se produit hors de l'audiovisuel public, mais grâce à l'audiovisuel public et par son financement, on parle quand même de 3 filiales, France 2, France 3 et Arte, qui coproduisent
75 longs métrages par an, qui coproduisent un nombre considérable de fiction, de documentaires. France 5 en particulier. Pardon ? France 5 en particulier sur le documentaire. France 5, mais toutes les déclinaisons régionales de France 3. C'est pas uniquement France 3 nationale, mais c'est France 3 régions, une par une, ou parfois deux par deux. Donc tout ça, ça a été rappelé par mon camarade de la Garde, mais c'est indispensable à l'ensemble du secteur. C'est aussi des emplois en région, c'est pas uniquement en région parisienne, où se trouve la majorité des techniciens, mais dans toutes les régions. Ça, on l'a précédemment dit, dans les Outre-mer également, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'adhérents en Outre-mer aussi. Donc voilà, c'est potentiellement une très grande fragilisation. Oui, ça prend très longtemps, donc penser qu'on se projette à 5 ans pour y réfléchir, et concrètement, évidemment que ça va consister à le payer, parce que cet argent n'est pas inutile. C'est aussi cette idée-là qui est quand même parfois un peu surprenante et voire aberrante. C'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent gagné. Ce qu'on investit ici, ce que chacun des citoyens investit, ce que nous investissons avec nos impôts, puisque à partir de demain, ça sera avec nos impôts, c'est pas perdu. C'est de la richesse nationale qui nous appartient à tous et qui rayonne à l'international, qui rayonne sur place et qui est très utile. Donc, qu'on soit attentif aux finances publiques, c'est parfaitement légitime, mais en l'occurrence, je crois que cet argent est bien employé, il pourrait même être un peu plus important à mon sens, parce que le service public remplit de très nombreuses missions. Bon, je ne vais pas les rappeler une par une, mais c'est primordial. Donc on ne perd pas d'argent, on en gagne et on fait rayonner la France à l'international. Pierre ? Oui, plusieurs choses. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat qui monte en Allemagne, puisqu'il y a un principe là-bas sur le fait qu'un média d'État ne peut pas le diffuser. Et donc, il y a un débat sur le fait de poursuivre ou pas la diffusion de RFI en Allemagne. Simplement parce qu'il y aurait une bascule du budget de l'audiovisuel public français sur le budget de l'État. Et je voudrais aussi préciser qu'en termes de documentaire, on n'a pas toujours une vision très précise de toute la diversité des productions de France Télévisions, de Radio France, etc. Mais par exemple, sur les documentaires régionaux, c'est 250 documentaires par an. À peu près une dizaine par région. C'est énorme. Et ça permet de faire vivre les viviers de réalisateurs en local. Hein. Il n'y a pas que Paris et sa région. Et puis, la première chaîne française en audience, c'est pas France 2, c'est pas TF1. C'est TV5 Monde, en fait. Ça, évidemment, vu de la métropole, on n'en a pas forcément conscience, et pourtant, c'est le cas. La première chaîne, en termes d'audience, c'est TV5 Monde. Et donc, effectivement, ce risque d'être qualifié média d'État de par sa modification du mode de financement, il y a un enjeu en termes d'image de la France dans le monde. Alors, quelle alternative à une bascule sur le budget de l'État ? On peut rentrer dans les détails, mais le principe de la taxe universelle, il est intéressant. Ça voudrait dire que tout le monde la paye. Évidemment, tout le monde ne peut pas forcément la payer. Parce que, oui, un étudiant avec un faible budget, on peut imaginer que sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur, eh bien, il regarde ou il écoute les programmes du service public. Eh bien, on peut tout à fait envisager dans l'universalité de cette taxe de mettre évidemment des critères d'exonération. Et il y a une proposition qui a été faite lors de la table ronde à l'Assemblée nationale, à la Commission de culture de l'Assemblée nationale qui a audité les présidents et présidentes des sociétés de l'audiovisuel public, portée par Mme Sarah Goss de FMM, qui est de dire maintenez la redevance, là, dans l'urgence de la situation par rapport à tous les problèmes qui sont soulevés, mais donner la possibilité aux Français de la déduire de leurs impôts, ce qui maintiendrait l'affectation de la taxe, ressources affectées, et d'un autre côté, la possibilité de la déduire de ses impôts, évidemment selon des critères qui peuvent être révisés. Alors c'est une proposition qui a l'avantage de la simplicité. Après, moi, je ne suis pas expert fiscal, il faut voir quelles sont les incidences, il y a des gens très qualifiés pour ça, mais voilà, ça c'est quelque chose qui a émergé par le débat qu'on a initié. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur toutes les propositions, l'exemple finlandais qui a été cité tout à l'heure,
Il y a l'exemple suédois, norvégien, allemand, et puis peut-être aussi des contre-exemples, voir ce que ça produit. Ça a été cité pour l'Espagne avec une baisse de 40% de leur budget. En fait, c'est pas maintenant qu'on va dire il faut prendre ce modèle-là. Maintenant, c'est mettre en place le débat pour construire ce nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public. Guillaume ? Oui, j'ai pas beaucoup mieux à dire. Enfin, sinon que la première piste quand même qu'il faut creuser, c'est d'éviter qu'il y ait cette réforme aujourd'hui, maintenant, parce que derrière, ça sera très compliqué de remonter quelque chose. Après, effectivement, les pistes, elles sont aujourd'hui quand même très connues et balisées. Si on prend depuis 10 ans, il y a eu au moins 6 ou 7 rapports parlementaires qui ont fait ce travail comparatif sur toutes les réformes qui ont pu être engagées dans les autres pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les rapports ont tous dit deux choses. C'était la première, il faut réformer la redevance, et la deuxième, il faut éviter à tout prix la budgétisation. Là, on est un peu dans un espèce de paradoxe, parce que ceux qui disaient ça sont aujourd'hui ceux qui sont prêts à soutenir le gouvernement. Donc ça, des pistes, effectivement, on n'en manque pas, mais il faut aussi qu'il y ait ce temps de débat et de concertation qui puisse exister. Et peut-être juste pour compléter ce qui a été dit sur les missions du visuel public et pourquoi c'est important, je ne réduis pas d'ailleurs l'audiovisuel public à la création, mais bon, là je vais plutôt parler de création, et c'est vrai que si on prend les chiffres, notamment en termes de financement, on voit que c'est un acteur majeur, un acteur historique de la création audiovisuelle et cinématographique. France Télévisions, c'est quand même 420 millions d'euros d'investissement chaque année dans la création. Oui, dans la création patrimoniale, c'est 60 millions d'euros dans le cinéma, c'est un investissement important aussi dans l'animation pour la faire rayonner. En diffusion, on voit que c'est quand même un pôle de diffusion très important de la fiction, du spectacle vivant aussi, qu'on ne retrouve pas évidemment de la même manière sur les autres services. Donc on voit que c'est aujourd'hui un acteur qui est totalement incontournable dans le système, dans l'écosystème de la création, et que son affaiblissement aurait évidemment des conséquences directes et assez rapides sur l'état de la création française. Antoine ? Évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La finalité de cette mesure demandée par l'État m'échappe encore une fois ou alors m'effraie évidemment, puisque ce que tu disais effectivement sur ce que l'audiovisuel public ne pourra plus se payer, qui sont quand même des programmes phares, des programmes locomotifs, qui sont de droit, je trouve, je suis d'accord avec toi, des programmes de l'audiovisuel public. Je ne comprends pas qui ça favorise, à part encore une fois le privé et l'étranger, les plateformes et les entreprises étrangères. Donc il y a de la part de ce gouvernement qui dit sempiternellement la France, quelque chose qui ne favorise jamais la France et ce qui est fort et ce qui est solidaire, redistributif, indépendant, rayonnant et parfaitement sain dans le système français. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe complètement et ou qui m'effraie, encore une fois. Donc pour moi, déjà, la première chose, c'est de faire corps ensemble, non seulement les organisations, mais tous les salariés, les auteurs, les autrices, les journalistes, les comédiens, les comédiennes, effectivement, de Radio France, de France Télévisions, etc. Être tous ensemble. La deuxième chose, c'est vraiment s'opposer totalement, effectivement, à cette mesure, je pense, sur une idée phare qui est juste, quoi qu'il arrive et quelles qu'en soient les modernisations possibles et les aménagements possibles, la chose qui doit rester, le concept qui doit rester, c'est le sanctuaire, je pense, de la redevance publique, de la redevance audiovisuelle, parce que c'est ça qui fait que c'est un endroit qui n'est pas soumis aux vents et marées des changements politiques et des volontés. C'est ça qui fait qu'un gouvernement de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite ne pourra jamais toucher à ce budget, et c'est ça qui fait que l'audiovisuel public n'est pas asservi. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de complètement fondamental. Voilà, et après, quant aux propositions, effectivement, moi je trouve que les propositions notamment de Julia Cagé sur le progressif et pourquoi pas aussi l'élargissement effectivement aux entreprises sont des bonnes pistes, mais encore une fois par rapport à ce que vous disiez tous aussi, la chose hurlante, manquante dans tout ça, c'est le temps de débat. C'est le temps de débat. Et c'est encore une fois, voilà, millième fois, un pistolet sur la tempe à la dernière seconde.
qui pourtant, alors qu'on nous parle d'emploi, de chômage, qui pourtant peut encore faire dépendre, fragiliser, précariser des milliers d'emplois, et d'emplois qu'on aime aussi. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans la culture. C'est que d'autres professions, je veux dire, pardon, d'autres professions ont beaucoup subi la perte de sens, notamment les dernières années, que ce soit dans la justice, dans l'éducation nationale ou dans la santé. Et c'est vrai que dans la culture, il y a aussi un sens à ce qu'on fait. Il y a aussi une implication, un amour, une envie de communiquer. Et là aussi, cette perte de sens est complètement menacée tout le temps. Je trouve ça très triste. Petite précision, actuellement, les entreprises, ça a été signalé, sont assujetties à la CAP, et justement, le projet de loi les fait sortir. Donc c'est bien le maintien de... On ne peut pas dire que les entreprises, notamment les plus grosses, n'aient pas les moyens de payer 138 € par an pour la contribution à l'utilité publique. Donc il y a aussi ça derrière, il ne faut pas oublier. Alors, je suppose qu'on peut en terminer là, sauf s'il y a des... Regarde, il y a une question ici. Voilà, on va faire les 2 dernières questions brièvement, et puis on se donnera un rappel du calendrier, puisque c'est ça que nous voulons, c'est qu'il ne soit pas fermé la semaine prochaine. Oui, bonjour, Michel Goldstein, journaliste à France Télévisions. Je vais aller dans le sens de Françoise. Effectivement, nous allons avoir bientôt un gros problème d'achat des droits sportifs sur France Télévisions. Ils vont totalement disparaître parce que nous n'avons pas les moyens. Déjà, le budget a été divisé par 2 au service des sports. Mais le danger, ça va être un danger, c'est qu'il n'y aura plus d'images sportives sur un service public, ce qui veut dire qu'il va y avoir un problème sanitaire, parce que les jeunes, les enfants ne pourront plus voir de sport. Et à partir de là, il y aura une inactivité, parce qu'ils n'iront pas faire du sport, ils n'iront pas dans les clubs, et résultat, c'est qu'on va avoir des jeunes qui vont ne plus faire du sport, et ça va être un gros problème sanitaire. Car nous sommes une exception en France. Nous avons énormément de télévisions payantes pour pouvoir voir du sport. Et le danger, il est très grand, car nous sommes aussi une exception dans le sens que des pays comme la Belgique ou les pays nordiques, sur les grands événements, diffusent sur les services publics le sport, ce qui n'est pas le cas sur les chaînes publiques de France Télévisions. Donc il y a un enjeu extrêmement important, un enjeu sanitaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Une dernière question ici. 2 dernières questions, on va faire. 2 dernières questions. Merci Denis. C'était pas une question, c'est un ajout. Yoann Goujon du SFA, le syndicat français des artistes interprètes, qui est à la fois fédéré à la CGT Spectacle et aussi membre du bloc. Je voulais ajouter qu'effectivement, comme cela a été dit, Radio France, je ne sais pas si c'est le principal, mais en tout cas c'est un des principaux employeurs de nombreux artistes et interprètes en France. Et France Télévisions est un des principaux commanditaires des œuvres, des programmes de fiction, de musique, de variété. Et à terme, effectivement, ça peut avoir de très fortes conséquences sur l'emploi des artistes-interprètes. Par ailleurs, France Télévisions est aussi un financeur clé de la production cinématographique en France, comme ça a été dit. Et au-delà du problème de financement des programmes, ça pose aussi le problème des contenus. Quelle indépendance ? Comment on va penser les prochains contenus des œuvres ? Et pour les artistes-interprètes, évidemment, ça pose aussi la question de la nature des rôles. Bonjour, aussi un petit complément. Je suis élu CGT au CSE de France Média Monde, mais par ailleurs, je suis documentaliste à la Sonothèque de RFI, c'est-à-dire je m'occupe de l'archivage des émissions de RFI qui après iront à l'INA. Et j'ai appris que l'équivalent de notre service à Radio France va être démantelé. C'est soi-disant l'intelligence artificielle et puis les collègues de l'INA qui de toute façon n'ont pas le temps, qui vont prendre ça en charge. Donc il y a aussi dans les attaques contre l'audiovisuel public une question de patrimoine. Je sais d'expérience que les manques dans les archives, c'est 20 ans après qu'on les remarque, c'est pas le lendemain.
Donc, mais à ce moment-là, les responsables sont partis. Donc il y a une question de patrimoine, et j'ai été aussi très choquée d'apprendre que à la direction de Radio France, on dit la chose suivante, on dit il faut qu'on arrête de faire de la surqualité. Donc je pense que ça résume un peu les choses. L'audiovisuel public fait trop bien les choses, et c'est ça qui sera remis en question. Alors à RFI, France 24, c'est la spécialité, c'est l'information internationale. Il y a aussi des journalistes qui ont participé à du journalisme d'investigation sur Congo Hold-up, par exemple, comme il y a à France Info des journalistes qui ont participé aux enquêtes de Uber Files. Donc c'est peut-être aussi ça qui dérange, c'est qu'on fasse trop bien, avec trop de qualité de l'information. Une question devant. Christine Mourard, Satellivax. Qu'est-ce qu'on sait précisément sur ce rapport du Conseil d'État dont vous disiez tout à l'heure qu'il avait clairement douché les espoirs du gouvernement. Je pense aussi à une chose, c'est que bien souvent, le Conseil d'État a retoqué des mesures de projet de loi pour des histoires de cavalier législatif. Là, on est sur un projet de loi de finances rectificatif et on est en train de parler d'un dispositif pérenne. Est-ce que ça, c'est aussi un angle d'attaque? Merci. Pour ma part, je ne suis pas conseiller d'État, donc je n'ai pas vu le rapport. Moi non plus. Je ne pourrais pas vous apporter en tout cas toutes les réponses, mais en tout cas, moi je pense que c'est quand même important que les parlementaires qui ont demandé communication du rapport de l'Inspection générale et de l'Inspection générale des affaires culturelles demandent aussi l'avis du Conseil d'État, parce que... C'est pas fait, là. Comment? C'est pas fait. Non, ils l'ont pas. Non, enfin, en tout cas, aujourd'hui, personne, au-delà du gouvernement et du Conseil d'État, n'a eu communication de cet avis. Donc, je pense qu'effectivement, pour que la représentation nationale soit éclairée, elle a besoin d'avoir le rapport de l'IGF. Ça, c'est fait, moins toutes les annexes que le gouvernement n'a pas transmises. Donc, il y a quand même tout un travail, d'ailleurs, d'évaluation que l'IGF a mené sur les autres pistes que celle de la budgétisation. IGF-IGAC. Qui n'ont pas été communiqués aux parlementaires. Donc, je serais parlementaire, je poserais la question de savoir s'il est bien normal que l'intégralité du rapport et de ses annexes ne soit pas transmise. Et deux, effectivement, l'avis du Conseil d'État qui, en tout cas, on ne l'a pas, mais on peut essayer de se renseigner de temps en temps. Mais manifestement, il y a soit, comme vous le disiez, des problèmes de cavalier budgétaire, donc l'introduction d'une mesure qui n'a rien à faire dans le cadre d'un projet de loi de finances, et auquel cas, là, le Conseil constitutionnel peut le censurer derrière, et puis d'autres mesures comme celle des régulations infra-annuelles qui, là, sont totalement impossibles aujourd'hui dans le cadre de la loi organique sur les lois de finances. Donc tant qu'il n'y aura pas de modification de cette loi organique, il y a l'impossibilité totale dans une loi de finances de prévoir, de mettre en suspens cette règle des régulations infra-annuelles qui vaut normalement pour tous les budgets de l'État. S'il n'y a pas de regret... Petit complément, parce que le Conseil d'État, en fait, il est là pour essayer de sécuriser le processus législatif d'adoption des lois. Alors sur certaines lois, ça peut, si le Conseil n'est pas suivi, qu'il y a une censure au Conseil constitutionnel, on perd du temps. Là, il y a une notion d'urgence, c'est-à-dire que si cette loi était jugée in fine inconstitutionnelle, ça sera quand? Vers la fin de l'année? Alors que donc l'audiovisuel public se retrouvera avec une redevance supprimée et pas de budget pour 2023 parce que la bascule sur le budget de l'État serait jugée inconstitutionnelle. Et là, ça serait plus une urgence, ça serait un risque d'arrêt de l'existence de l'activité de l'audiovisuel public. Donc, on n'a pas le détail de ce que, pas encore en tout cas, de l'avis du Conseil d'État, mais effectivement, les parlementaires seraient bien inspirés d'insister pour que les choses soient claires sur les risques. Et puis, à propos de parlementaires, parce que dans le calendrier,
Alors on peut faire un petit état des positions des uns des autres. Bon, du côté des 4 groupes de la NUPES à l'Assemblée, ils se sont déclarés contre la suppression et à faire des propositions dans le sens par exemple du rapport du UAKG. Du côté de l'autre bord, du côté du RN, eux, ils sont pour la privatisation de l'audiovisuel public. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'espoir au-delà du fait que de ce qu'on peut penser des idées d'extrême droite. Du côté au milieu, c'est plus compliqué parce que du côté des Républicains, il y a des avis, on dirait pas que seulement là-dessus, différents selon qu'on est à l'Assemblée ou au Sénat, et il y a quand même des gens qui sont déjà exprimés contre la suppression de la redevance à la CAP, en expliquant que déjà trouver 3,6 milliards dans le budget, parce que c'est 3,1 je crois la redevance, plus 700 millions, 600 millions d'exonération, bon, enfin, en tout cas autour de 3,5 milliards, 3,6 milliards, les trouver dans le budget public, vu les contraintes qu'il y a sur le budget public, c'est pas simple. Donc il y a beaucoup de débats chez les LR, visiblement. Du côté des groupes centristes, on a eu quelques personnes qui sont déjà exprimées contre la suppression au Sénat et à l'Assemblée. Et du côté LRM, jusqu'à présent, on a entendu des gens comme Aurore Berger, présidente du groupe, ou d'autres, Constance Le Grip, qui est maintenant dans la majorité et qui était ensuite avant chez LR, qui avait dit auparavant qu'il ne faut surtout pas supprimer la contribution à la taxe affectée. Bon, maintenant, évidemment, c'est la majorité présidentielle, donc on va aller voir. Mais enfin, il y a quelques déclarations dans le passé récent qu'on tâche de leur rappeler pour leur dire il faut un débat, et je crois que c'est le leitmotiv que nous avons aujourd'hui, toutes nos organisations signataires, tous ceux qui ont signé à titre individuel parce qu'ils sont concernés, il faut un vrai débat public, et on ne peut pas le faire dans l'été, comme ça, à toute vitesse, sans avoir regardé tous les tenants et les aboutissants qu'on a essayé de développer aujourd'hui et qu'on va continuer de développer dans le débat parlementaire. S'il n'y a pas de regret, Gilles. Non, je voulais juste ajouter que dans les personnalités qui se sont exprimées contre, d'où qu'elles viennent, c'est en plus souvent des gens qui étaient justement spécialistes de ces questions et qui s'y étaient beaucoup intéressés. C'est vrai que ceux qui sont imprimés sont souvent des gens qui ont déjà réfléchi sur la question depuis quelques années et du coup, dans l'arc républicain, ont un peu compris les enjeux au-delà de la démagogie de la suppression, soi-disant, du pouvoir d'achat. Je vous propose de clore là cette conférence de presse. Je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui ont permis de l'organiser. Encore une fois, ça a été dit par Pierre au début. Merci à l'entrepôt de nous avoir accueillis en plein été. On vous retrouve très bientôt. On n'a pas l'intention de baisser la garde, sans jeu de mots. Voilà. En tout cas, on n'a pas l'intention de baisser notre attention. Nous allons être très attentifs au débat. Mercredi 20, à l'Assemblée nationale, il y a le vote, commence le vote sur le PLFR, le projet de loi de finances rectificative, dans l'hémicycle en plénière. Les débats ont déjà eu lieu dans les commissions des finances, commissions culture et autres. Ensuite, ça doit aller au Sénat. Et ce que nous réclamons, c'est qu'on ne soit pas squeezé, qu'on puisse continuer à avoir ce débat. Et on n'a pas l'intention, quel que soit le vote, de laisser faire en disant on a perdu mercredi. On a bien l'intention de remettre le couvert dans les prochaines semaines sur l'exigence, c'est ce que nous avons tous porté en rencontrant le gouvernement, la ministre de la Culture, on a fait nous en tant qu'organisation, mais évidemment tous ceux qui sont concernés, et nous allons continuer à le faire. On peut, je crois, insister pour terminer sur l'extrême diversité des signataires, notamment de la tribune dans le monde, que nous avons initiée et qui paraît aujourd'hui. Eh bien, merci à tous et tous. Merci beaucoup. Merci, Denis.